Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Béatrice Mbadira et ensemble, nous allons découvrir non seulement ses études, mais également le domaine de travail. Nous allons parler de ses aspirations et de son séjour ici en Égypte. Madame Béatrice Mbadira, bienvenue à notre programme. Merci, bonsoir et vraiment c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Madame Béatrice, vous êtes originaire du Congo, c'est ça? Voilà, du Congo, de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Moi, je suis du Congo-Kinshasa. Très bien. RDC. Oui, la RDC, voilà. D'accord. Alors, vous êtes originaire de la RDC, vous êtes actuellement en Égypte. Je voudrais savoir, pour commencer notre édition, vous êtes ici en Égypte depuis combien de temps? En fait, je suis en Égypte depuis très longtemps, dans la mesure où j'étais venue quand j'étais petite avec la famille Lumumba juste après avant l'indépendance. Oui. Mais je suis restée quelques années ici. Ensuite, on a beaucoup voyagé de par vu la fonction de mon père qui était diplomate, ambassadeur. Et c'est comme ça, et à chaque fois qu'on le mettait dans un pays où il pouvait nous emmener, je venais au Caire. C'est comme ça que l'Égypte est devenue une deuxième patrie pour moi. Très bien, puisque vous êtes en Égypte depuis longtemps, je crois que vous avez fait également les études ici en Égypte. Je voudrais parler de vos souvenirs à propos de cette phase de votre vie quand vous étiez jeune étudiante en Égypte. En fait, quand je suis arrivée ici, je me suis vite adaptée, vu mon jeune âge. Et j'ai d'abord été à l'école des franciscaines pendant la maternelle et la première et deuxième, je pense, et troisième année primaire. Ensuite, j'avais voyagé, nous sommes partis au Maroc. Et quand je suis retournée ici, j'ai continué au Collège du Sacré-Cœur, Ramra. Et c'est là-bas, bien sûr, ça c'était vraiment ma deuxième famille. Parfait. Et pour les études universitaires, vous avez accompli les études universitaires ici en Égypte? En fait, non. J'ai commencé l'université en Algérie. Oui. À l'université centrale d'Alger, j'avais fait les 3 internationales. Et ma question, c'était surtout étudier le déplacement des réfugiés. Et quand j'ai terminé, je suis rentrée au pays où j'ai travaillé pendant pratiquement 11 ans aux Nations Unies. 5 ans au programme des Nations Unies pour le développement et puis 6 ans au programme des Nations Unies pour les réfugiés. Parfait. C'est un domaine très intéressant, non seulement grâce à vos études de relations internationales, mais également il faut avoir une penchée ou une passion envers ce travail humanitaire. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce domaine. En fait, j'ai choisi ce domaine parce que j'aime servir, j'aime être au service de l'humanité. Et je pense que quand tu sers les réfugiés, c'est des personnes démunies, des personnes déplacées qui ont besoin qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les accueillir favorablement, être vraiment très proche d'eux. Et en plus de ça, je pense que ce qui m'a surtout aidé à intégrer ce domaine, c'est le fait de connaître quand même plusieurs langues. Parce que je parle, c'est vrai, le français, on peut dire que c'est ma première langue. Je parle aussi l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Parfait. L'arabe, vous l'avez appris ici en Égypte? Oui, l'arabe, je l'ai appris ici en Égypte parce que mon père avait commencé comme, c'est vrai, diplomate.
mais aussi comme il avait étudié l'arabe ici à l'université du Caire, il était conseiller spécial du président Mobutu auprès des pays arabes. Et comme il avait commencé ses étapes par les pays arabes comme l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, donc il s'était dit qu'il était vraiment plus utile pour nous d'apprendre l'arabe et de continuer avec. C'est comme ça que bon, c'est devenu pour nous une deuxième langue. Vous êtes actuellement en Égypte, vous vivez en Égypte, et je voudrais savoir, bon, vous avez parlé de l'intégration à un jeune âge, que vous êtes venu très jeune, et c'est comme ça que vous avez bien compris la société, vous vous êtes bien intégré dans la société. Mais également au fur et à mesure des années, en grandissant, comment voyez-vous la vie en Égypte, surtout pour une femme? Comment voyez-vous bon, l'accueil des Égyptiens et également s'il y avait des défis à affronter au cours de votre vie ici en Égypte? Je pense, en fait, l'Égypte est un beau pays. Je ne le dis pas juste bon, parce que je suis en Égypte, ou bien je suis à l'écran, mais c'est vrai, c'est un pays chaleureux. Et moi, j'ai aimé l'Égypte parce que je suis arrivée à une période où vraiment la famille était la base de la société égyptienne. Et j'ai vu comment les femmes élevaient leurs enfants et prenaient soin de toute la famille. La femme, en fait, dans la société égyptienne, est un pilier. Et c'est ça qui a fait qu'on nous a appris beaucoup de valeurs, que ce soit auprès de la société ou bien à l'école. Et je savais que la femme vraiment occupait une position très importante dans la société et au sein de la famille. C'est vrai qu'avec le temps, ça a un peu changé parce que bon, il y a beaucoup de combats, il y a des différences maintenant dans la mentalité, la façon de penser, d'agir. Mais bon, nous les femmes, on est faites pour ça et il faut se battre. Oui. Parce que, bon, comme on dit, el madrasa, donc c'est une école. Et puis, bon, une école, ça veut dire qu'il faut être prête, il faut être bien équipé pour essayer de créer des nations et des nations. C'est vrai. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est vrai que la femme égyptienne actuellement a pu vraiment s'affirmer à travers des postes importants comme ministre, comme juge, également d'autres professions et d'autres carrières très importantes pour la société. Et si on fait une petite comparaison entre les défis affrontés par la femme en Égypte et les défis en RDC. Je crois que la femme, quand vous l'avez mentionné, elle reste toujours le pilier de la famille, de la société, n'importe où. Mais peut-être que également il y a des semblances ou des différences entre la femme ici et là-bas. Parlez-moi un peu de ça. En fait, moi, je ne trouve pas vraiment beaucoup de différences. Peut-être dans les mœurs, les traditions, oui, il peut y avoir quelques différences. Mais en général, que ce soit en Égypte ou bien en RDC ou dans n'importe quel pays africain, la femme, comme je vous ai dit, numéro un, c'est elle le pilier de la famille. Et c'est elle qui éduque, c'est elle qui élève, c'est elle aussi qui prend soin de son foyer, de son mari. Mais dans l'entretemps, il y a eu bien sûr beaucoup de développement, il y a beaucoup d'améliorations. La femme, maintenant, comme vous dites, nous avons des femmes qui occupent des postes assez importants, que ce soit des ministres, on a déjà eu une présidente de l'Assemblée nationale, nous avons des médecins. Donc, c'est un peu comme ici, quoi. Vous trouvez des femmes qui sont pratiquement dans tous les domaines. Mais le premier domaine, toujours, chez nous, on dit, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre position, vous êtes en premier lieu une femme, une maman. Raison pour laquelle chez nous, toutes les femmes et toutes les filles, on les appelle d'abord maman, tantine.
en fait, de tante ou maman pour leur apprendre qu'en fait, avant d'être ministre ou doctoresse ou n'importe quoi, vous êtes d'abord une femme. Une femme, c'est vrai. Et ça nous mène à parler de la femme qui vous inspire dans votre vie. La femme qui m'inspire vraiment dans ma vie, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, ça, c'est une femme qui m'inspire parce que je vois en elle vraiment l'amour de Dieu pour toute l'humanité, sans exception, oui. sans différence, aimer, toujours aimer. Et moi, je pense que l'amour, avec l'amour, on peut construire des châteaux, on peut construire des ponts. Et vous pouvez aussi traverser les eaux, les océans et arriver au cœur de chacun de nous. Avec l'amour, vraiment l'amour, la Mère Teresa a fait beaucoup de miracles. Et comme on dit chez nous, Dieu est amour. Et grâce à cet amour, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous pouvons aussi faire des miracles. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Le meilleur conseil, c'est patience et longueur de temps font plus que force et courage. Et surtout actuellement, avec les épreuves que nous sommes en train justement de faire face, avec toutes les difficultés de la vie sur tous les plans socio-économiques et autres, si on n'a pas de la patience, si on ne peut pas attendre, mais attendre avec foi et avec beaucoup de calme, avoir la paix intérieure, la paix du cœur, je pense qu'on doit y arriver. Même si c'est difficile, on peut tomber, mais on peut se relever. Voilà, donc il faut vraiment avoir de la patience et de la foi. Et chacun d'entre nous également possède des craintes ou des peurs. Quelles sont vos peurs ou vos craintes dans la vie? À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas s'il y a encore des craintes ou des peurs, mais la peur est que l'être humain vraiment perde complètement ses valeurs, sa dignité. Parce que si on perd sa dignité, si on perd sa valeur, on n'est plus des humains. C'est ça qui fait peur. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, vous vous rendez compte qu'on fait face à un monde qui ne ressemble pas à celui qu'on a connu. Oui. Donc, le manque d'humanisme ou le manque d'humanité, c'est ça qui fait peur. Il n'y a plus de compassion dans les cœurs des gens. Est-ce que vous continuez toujours jusqu'à maintenant de travailler dans le domaine de soins de réfugiés ou du travail, peut-être pas cette fois-ci travail officiel, mais peut-être bénévole dans ce domaine? Oui, j'essaye d'aider dans un cadre bénévole, mais c'est surtout au niveau de ma paroisse, de l'église. Bon, l'aider, c'est vrai, c'est pas seulement des réfugiés, mais aider celui qui vous tend la main. Oui. Voilà. Et lorsque vous lui tendez aussi votre main, je pense que c'est ça. Le monde maintenant, c'est pas seulement un monde de réfugiés, mais c'est un monde qui a besoin qu'on puisse parler et qu'on ait quelqu'un qui puisse nous écouter. Être à la disposition, ça, je pense que c'est très, très rare. Déjà, le fait d'être à la disposition de quelqu'un pour l'écouter, le conseiller, moi, je trouve vraiment que c'est le plus grand sacrifice que nous puissions offrir à qui que ce soit. Donc, c'est ça, en fait, le bénévolat. Oui. Et ici en Égypte, pour les moments de détente ou de voyage, où vous aimez aller? Bon, j'aime, c'est vrai, la mer, mais je pense que le meilleur moment vraiment de pouvoir se détendre, c'est de prendre la felouka et puis faire un tour sur le Nil. Vraiment. C'est très reposant, ça décompresse et tu te sens vraiment dans un monde
sors un peu de la réalité, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Alors, vous avez passé longtemps ici en Égypte, on vous considère également comme égyptienne, et je voudrais savoir quelles sont les occasions ou les fêtes, les coutumes peut-être que vous aimez et que au fur et à mesure du temps, vous vous trouvez pratiquer ces coutumes ou ces rituels égyptiens. Bon, vous l'avez bien dit, c'est vrai que je me sens égyptienne. Comme je vous ai dit au début, l'Égypte, c'est ma deuxième patrie. Bon, même si les Égyptiens ne l'acceptent pas, mais moi, je m'impose, hein, je leur dis non, moi, je suis égyptienne comme vous. Et en fait, c'est depuis mon bas âge, on nous a appris à célébrer ensemble toutes les fêtes entre chrétiens et musulmans. C'est ça, je pense, qui a fait que jusqu'à ce jour, nous sommes toujours unis, même si on ne se voit pas souvent, mais on est toujours unis parce qu'on nous a appris à fêter avec les musulmans le Ramadan, le Bayram, le Grand Bayram, la Noël, Pâques. Donc, n'importe quelle célébration, on aime bien vraiment, on est intégrés et ça nous donne de la joie dans le cœur. Donc, tout ce qui est vraiment célébration en Égypte, c'est toujours la bienvenue. Et si on termine notre édition avec les aspirations, quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Les aspirations pour l'avenir, c'est en fait de transmettre à nos enfants les valeurs que nos parents et nos grands-parents nous ont appris, nous ont inculquées. Parce que c'est sûr, justement, c'est pas qu'ils vont continuer. Il faut que nous puissions leur garantir garde-fou. Ça veut dire que, quelles que soient les tempêtes, les intempéries, s'ils marchent sur ces valeurs, je pense que c'est vrai qu'ils peuvent être secoués, trébuchés, mais finalement, ils arriveront à se relever et à continuer toujours, génération en génération. C'est vrai. En fait, c'est ça l'aspiration, se bâtir un monde meilleur et une jeunesse qui soit forte, qui soit capable vraiment de se tenir debout et de continuer. Vous avez élevé vos enfants ici en Égypte? Oui, elles ont été élevées en Égypte. C'est vrai qu'elles ont beaucoup voyagé, mais vous savez, l'Égypte, c'est toujours l'avion on pouvait décoller avec l'avion n'importe où, mais finalement, on finissait par atterrir ici. Madame Béatrice, ravie de faire votre connaissance et également de découvrir avec vous ce parcours merveilleux ici en Égypte, cet amour pour l'Égypte. Mais avant de terminer notre édition, je voudrais également parler de la nouvelle génération, comme vous l'avez mentionné, à travers vos enfants, par exemple, à travers les jeunes autour de vous. Comment voyez-vous cette nouvelle génération, surtout des filles, bien sûr, les défis qu'elle affronte et comment elles peuvent s'affirmer dans une société qui n'est pas tout à fait très accueillante, quelquefois des idées qui sont des idées, si les idées ne sont pas tout à fait conventionnelles, elles ne sont pas vraiment tout à fait acceptées. Alors, comment voyez-vous cette nouvelle génération et comment peut-on l'aider à bien s'intégrer dans la société et à réaliser leurs rêves? Vous savez que la jeune génération a besoin surtout d'avoir confiance en elle-même. Moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas assez confiance en eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont confus, qui sont confondus et qui n'osent pas parler à leurs enfants en toute franchise, en toute honnêteté. Non, il faut présenter les problèmes tels qu'ils sont. Oui, il y a un problème, la vie est difficile, c'est vraiment dur, mais avec le bagage intellectuel que tu as, en plus des valeurs morales, et surtout spirituelle.
Parce que je pense que si la génération d'aujourd'hui n'arrive pas à être ancrée sur Terre, c'est parce que spirituellement, ils ne sont pas forts, que ce soit musulmans ou chrétiens ou autres. Je pense que la première chose, c'est d'avoir une foi ferme en Dieu. Savoir que notre destinée ou notre vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu ne nous laissera pas. Donc, il faut aussi, c'est pas seulement lancer les enfants sur le terrain et leur dire, allez, courez et puis continuez la vie, non. Il faut aussi leur donner une certaine assurance que nous, en tant que parents, grands-parents, amis, nous formons un bloc pour justement assurer cette marche afin que vous puissiez arriver à destination sain et sauf. Voilà. Donc, Parfait. il faut vraiment de l'assurance. Et également, puisqu'on parle de ces bagages pour bien affronter la vie et ses défis, je voudrais savoir quelle est la raison qui vous pousse chaque jour à se réveiller, à accueillir une nouvelle journée, à affronter ces défis et à continuer la vie avec enthousiasme. En fait, c'est l'espoir et l'espérance en Dieu. Je t'assure, c'est l'espoir et l'espérance. Déjà, quand tu te lèves le matin et puis tu vois les rayons de soleil, tu te rends compte que tu es toujours en vie, tu respires, tu te dis non, c'est une nouvelle chance, c'est une grâce et je dois continuer pour prouver à Dieu que je lui suis reconnaissant. C'est ainsi, c'est ça qu'en fait, nous puisons notre force de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la force. C'est l'Éternel vraiment qui nous fortifie. Et sans lui, je ne pense pas que nous puissions tenir le coup. Voilà, c'est ça. Oui, et également être femme, ça aide, n'est-ce pas, à affronter les défis, puisque nous, les femmes, on est fortes, on est solides et on On affronte. est forte, oui, et c'est vrai, et on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de responsabilités que les gens, justement, ne connaissent pas. Ils se disent, bon, une femme, c'est parce que quand ils voient une femme pleurer, une femme énervée, ils ne savent pas elle porte des montagnes et des montagnes. Mais en fait, la femme, elle est solide, hein? Elle est solide, mais elle a besoin d'être mieux comprise, mieux valorisée par la société. Oui, basé sur votre expérience personnelle, Madame Béatrice, comment peut-on faire l'équilibre entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales? Je pense qu'il faut connaître d'abord ses responsabilités sur le plan professionnel et sur le plan familial. Oui. Essayer peut-être d'harmoniser tout en faisant comprendre aussi, que ça soit surtout à la famille, que voilà, c'est vrai, j'ai une profession, mais cela ne m'empêche pas d'abandonner mes tâches, par exemple, ménagères ou mes tâches en tant que maman ou épouse. Je pense que c'est à la femme de mettre justement une règle afin de pouvoir continuer. Parce que quand une femme met des règles, impose je pense que tout le monde suit. Tout le monde suit et surtout quand on a une forte personnalité. C'est comme ça qu'on arrive à agencer. Voilà. À la fin de notre rencontre avec vous, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces moments précieux, ces souvenirs, votre parcours ici en Égypte. J'espère que vous allez toujours trouver l'Égypte comme un foyer et comme pays chaleureux qui vous accueille. Tous les plaisirs est pour moi et merci vraiment beaucoup. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir, c'est une joie et comme on dit, Tahia Masr. Merci. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via cette nouvelle technologie. Rendez-vous la semaine prochaine et une nouvelle réussite au féminin. Au revoir.